Il n'est plus nécessaire désormais de sortir de chez soi. Ce n'est plus la peine de vous rendre au spectacle. C'est le spectacle qui se rend à domicile. Le quorum est atteint et la séance est ouverte. Alors, je vais d'abord procéder à l'appel. Marc Léturgie, Laurence Rouen, Adi Belfedoul, Liliane Brandly a donné pouvoir à Jonathan Priolo jusqu'à son arrivée, Nelly Rodriguez, Francis Galteil a donné pouvoir à Michel Bosviel, Ricène Robin-Greny m'a donné pouvoir, Jonathan Priolo, Marie-Claude Andrieux-Courbin donne pouvoir à Martine Roset lorsqu'elle partira, Christian Bordenave, Alain Serrea, Marie-Lise Potron a donné pouvoir à Christian Bordenave, Jean-Charles Gauthier a donné pouvoir à Denise Miguel, Gilbert Blanc, Denise Miguel, Alain Plazy, Anne Sauquet, Bernard-Michel Bosviel, Farida Moubi, François de Madaillan. Anne Sauquet a donné pouvoir à qui? À Alain Banquet. Martine Roset, Alain Banquet. Marie-Hélène Scotti a donné pouvoir à Nelly Rodriguez. Joël Corrao a donné pouvoir à Gilbert Blanc. Gaël Blanc-Lajonie est excusé. Dominique Rousseau, Christiane Delpont, Fabien Ruet, Cécile Labarthe est excusée. Sylvie Chancogne, Jacqueline Simonet, Cédric Zapera, Robert Richard et Paul-Henri Gallon. Voilà, Monsieur Richard, lui, c'est mal donne pouvoir à Monsieur Gallon à son départ. Voilà. Secrétaire de séance dans l'ordre du tableau, Monsieur Alain Serrea. S'il est d'accord et s'il n'y a pas d'opposition. Ensuite, le procès-verbal. Il nous est proposé d'approuver les procès-verbaux des séances des 26 mars et 6 mai 2019. Y a-t-il des remarques, des observations? Qui est d'accord pour approuver ces procès-verbaux? Qui n'est pas d'accord? Qui s'abstient? Ils sont approuvés. Alors, sur l'ordre du jour, on vous propose plusieurs modifications. D'abord, le retrait de la mise en place du régime indemnitaire compte tenu de l'intervention entre-temps d'une nouvelle circulaire de l'État dont nous avons besoin de reparler avec les représentants du personnel et qui se traduira par quelques aménagements dans la délibération. Rajouter une motion relative aux principes et valeurs devant guider les évolutions du système de santé. C'est une motion qui est proposée par l'Association des maires de France, AMF, que je vous propose d'examiner. La modification du tableau des annuités payées au cours de l'exercice 2018, ça vous l'avez, c'est un document que vous avez sur table qui corrige le compte administratif. Voilà, c'est ça. Hein. Et la convention du Carrefour Gabanel, qu'on n'avait pas sur la clé. D'accord. Voilà. Donc ces modifications me conduisent à demander si vous approuvez l'ordre du jour ainsi modifié, qui est d'accord pour l'approuver. Voilà, très bien, merci. Donc nous allons aborder l'ordre du jour. Et d'abord, pour information, les décisions prises par le maire et par les adjoints dans le cadre des délégations reçues du conseil municipal. Y a-t-il des observations ou des questionnements sur ces décisions qui sont classiques, qui ont trait aux tarifs, au marché, à différents contrats, à des conventions de mise à disposition? Voilà. Pas d'observation. Donc nous arrivons tout de suite à la délibération, première délibération, c'est l'approbation des comptes de gestion du receveur pour l'exercice 2018. Non, pour le... Non. Ouais. Ah oui, pas pour le compte de gestion, pour le compte administratif. Donc, Monsieur Belfedoul, oui.
Merci Monsieur le maire. Donc comme tous les ans, on passe des délibérations juste avant l'analyse du compte administratif. Et donc le conseil municipal est invité à approuver les comptes de gestion de l'exercice 2018, du budget principal et des budgets annexes. Les comptes sont conformes à la comptabilité administrative et n'appellent ni observation ni réserve. Bien. Y a-t-il des observations? L'essentiel du débat, puisque le compte administratif est identique au compte de gestion, l'essentiel du débat, si vous le souhaitez, se reportera sur le compte administratif. Donc je vais mettre en voie ce compte de gestion. Qui est d'accord pour l'approuver? Voilà, tout le monde est d'accord pour l'approuver. Et donc nous abordons le compte administratif de l'exercice 2018. Donc je laisserai à Guy Belfedoul et Jonathan Priolo le présenter de façon plus détaillée. Moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est que ce compte administratif marque, je dirais, confirme une évolution qui a été à peu près continue depuis le début de ce mandat et qui était de rétablir les comptes qui correspondaient à notre volonté de rétablir les comptes de la ville, ce qui se traduit en particulier par la maîtrise des dépenses de fonctionnement, malgré les baisses de dotation de l'État. Je rappelle quand même qu'en cumulé, c'est-à-dire l'effet de ces dotations en année pleine, est de l'ordre d'1 800 000 € par an, ce qui est quand même pas négligeable sur un budget de l'ordre de 32-33 millions d'euros en fonctionnement. Et que malgré cela, nous avons réussi à maîtriser l'évolution des dépenses de fonctionnement, ce qui nous a permis d'assurer la stabilité des taux de l'impôt, comme nous nous étions engagés. Deuxièmement, l'effort de maîtrise de la dette nous a permis de ramener la dette de la ville d'un peu moins de 38 millions aux environs de 32 millions d'euros, ce qui est quand même plus conforme aux capacités d'endettement d'une ville comme Bergerac. L'idéal, on est à peu près à l'idéal, mais l'idéal, on avait dit que ça serait aux environs de 30-31 millions d'euros. On verra si l'objectif étant d'atteindre ce montant en fin 2019. Et enfin, ce que je voudrais souligner aussi, c'est que l'un des points faibles depuis longtemps du budget de la ville de Bergerac, étant donné qu'on a quand même toujours eu une gestion serrée entre dépenses et recettes, et que nous avons, par exemple, outre les baisses de dotation de l'État, je fais observer qu'en matière de dotation forfaitaire, par rapport à beaucoup de villes comparables à Bergerac, nous sommes beaucoup moins bien dotés, France en particulier, nous sommes beaucoup moins bien dotés pour un nombre d'habitants à peu près équivalent que la ville de Périgueux, qui perçoit à peu près 3-4 millions de dotations forfaitaires de plus que Bergerac. C'est l'effet de cristallisation qui sont survenus au cours des décennies antérieures, mais que nous subissons quand même malheureusement lourdement, et bien que ces questions aient été régulièrement soulevées, qu'il y ait eu des tentatives de remise en cause avec un important rapport au Sénat en particulier, ces tentatives n'ont jamais abouti, ce qui fait qu'on reste toujours dans cette situation. Si les propositions qui avaient été faites il y a 3-4 ans avaient abouti, on aurait pu récupérer environ 400 à 500 000 euros de dotation supplémentaire. Ça n'a pas, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, ce qui fait que nous avons une gestion qui est souvent serrée, et donc ça se ressent sur l'excédent net, c'est-à-dire ce qui nous reste une fois qu'on a, à partir de l'excédent de fonctionnement, assuré la couverture du remboursement des emprunts. Ce qui veut dire qu'en réalité, on a depuis longtemps un excédent net négatif qui a été, en début de mandat, on était pratiquement à moins de 2 millions d'euros. Or, on sera en 2018 à moins 160 000 euros, c'est-à-dire qu'on est pratiquement à une situation équilibrée. Ce n'est pas suffisant parce qu'il faudrait, dans l'idéal, dégager un excédent net positif,
Mais je tiens à dire que là aussi, il y a une amélioration très sensible des comptes de la ville. Voilà ce que je voulais dire, parce que, et c'est vrai qu'on essaiera dans cette dernière année de confirmer et même d'aller au-delà si possible. Je rappelle que sur les emprunts, on a un élément qui nous pénalise, c'est que la structure du remboursement des emprunts est plus défavorable ces dernières années, et je pense que ce sera encore le cas en 2020. Ensuite, on arrivera sur une période où les échéances de remboursement seront plus faibles, ce qui devrait permettre de dégager plus facilement un excédent net positif. Voilà, ce que je voulais souligner, c'est un petit peu technique, mais c'est quand même très important pour la santé de la ville et pour la capacité de gestion au quotidien, même si on sait que nos marges restent serrées, monsieur le directeur général des services, vous le savez, et les fonctionnaires de la ville le savent comme nous. Voilà. Alors, je vais donner la parole à Adi Belfedoul et ensuite à Jonathan Priolo. Bien, donc c'est le dernier, vous l'avez rappelé, le dernier compte administratif de notre mandat. Hein. Le prochain sera voté dans un an, donc après les municipales de 2020. Et donc c'était important pour nous de vous présenter aujourd'hui ce compte administratif et de l'analyser ensemble pour voir si les engagements que nous avons pris au début de mandat ont été tenus et si vraiment, comme on l'avait annoncé en début de mandat, notre objectif était bien de redresser les finances de la ville, si par l'analyse de ce soir, on peut très bien dire que oui ou non, la situation a été redressée. Voilà. Mais avant tout, je rappelle, monsieur le maire vient de le dire, qu'il y avait donc 3 objectifs. Dégager de l'autofinancement propre, qui nous permet de faire des investissements avec nos propres moyens, désendetter la ville, et donc le 3e objectif, c'était ne pas toucher au taux d'imposition. Je crois que le dernier objectif, la dernière fois, nous avons voté les taux, et vous avez remarqué que depuis 2014, ces taux ont resté inchangés. Mais rapidement, donc il s'agit du compte administratif, principalement du budget principal, mais aussi la régie autonome d'abattage du Vergencois, l'abattoir et l'assainissement. L'assainissement, il reste encore une année, parce qu'à partir de l'année prochaine, ce sera une compétence CAB, donc on n'aura plus l'assainissement comme budget de la ville. Alors, cette année, Jonathan Priolo va après donner les chiffres, mais je donne juste le résultat de la section de fonctionnement. Donc cette année, il y avait des recettes totales de 35 91 297 et en dépenses totales 32 639 076, soit un résultat excédentaire de 2 452 221. Alors si on veut comparer ce résultat avec les autres années, on voit que nous sommes partis en 2014 avec un résultat de 973 000 et on arrive aujourd'hui à 2 millions, pratiquement 2 500 000. Ceci est important parce qu'on arrive à dégager de l'épargne brute qui est de l'autofinancement. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'améliorer la situation financière de la ville, parce que nous arrivons à dégager de l'autofinancement et de l'épargne brute. Rapidement, vous voyez que l'évolution des principales dépenses, il y a eu quand même, monsieur le maire l'a rappelé, une maîtrise des dépenses de fonctionnement, et on est resté à un niveau qui est resté à peu près stable. On a baissé les charges à caractère général, c'est le travail qui a été fait avec les services de la ville. Les charges de personnel vont rester aussi stables et les charges de gestion courante entre 2014 et 2018, c'est à peu près la même chose. En termes de recettes, monsieur le maire l'a rappelé, nous avons perdu en dotation et participation, surtout en DGF.
mais nous avons gagné par une dynamique des bases des recettes supplémentaires en ce qui concerne les impôts et taxes. Les produits et des services, vous voyez qu'il y a une augmentation cette année, ce qui c'est expliqué par les recettes engendrées par le centre municipal de santé, et de l'autre côté, il y a aussi des dépenses de ce centre. Donc, les emprunts pour 2018, nous avons remboursé un capital de 3 490 284, avec des intérêts de 725 037, soit un total de 4 215 000, et on a emprunté 2 millions d'euros. Donc ce qui explique ce travail et cet effort de désendettement d'à peu près 1 500 000. C'est ce qu'on a fait à peu près tous les ans, parce qu'on arrive aujourd'hui à une dette d'à peu près, on va regarder, 32 millions pour 2018, alors qu'on était parti avec une dette de 38 millions. C'était important pour nous de faire ce travail de désendettement, parce que c'était pas supportable par la ville un tel niveau de dette, et nous avons du mal en début de mandat de trouver des établissements bancaires qui voulaient bien nous accompagner dans nos investissements, parce que nous n'avons plus la capacité de remboursement puisque la dette a été trop lourde. Cela dit, ce travail de désendettement qui a été fait pendant le mandat et qu'on continue à faire encore en 2019, et je pense qu'on va bien arriver en dessous de 32 millions, pénalise un peu les Bergeracois, parce que ce travail de désendettement, c'est de l'investissement perdu, parce qu'au lieu d'investir dans la ville, donc on rembourse plus que l'emprunt. Et donc ça pénalise beaucoup notre ville. Et vous voyez l'évolution de l'endettement, on arrive à croiser, alors que ça n'a pas été fait depuis 2011, on a aujourd'hui plus de recettes que de dettes. Donc c'est ce qui montre que la ville a la capacité de remboursement plus facilement. Autre avantage du désendettement, c'est la baisse des intérêts de la dette, qui eux sont comptés dans le fonctionnement et qui nous permet, grâce à cette baisse, de dégager de l'épargne brute. Voilà, ça c'est le résumé en fait de tout le travail que nous avons fait depuis 2014. Vous voyez en rouge, c'est l'épargne brute. Donc il y a bien une amélioration, une augmentation. En bleu, monsieur le maire l'a dit, c'est l'autofinancement net. On arrive pratiquement à l'équilibre, parce qu'on est parti d'à peu près moins 1 million et quelques en 2014, et on arrive pratiquement à zéro parce qu'on est à moins 160 000. Et je pense qu'en 2019, on va repasser en positif. Donc ça veut dire que nous pourrons assurer des investissements propres par l'autofinancement. Un autre indicateur qui est très important, c'est ce que vous voyez, les carrés en vert, c'est la capacité du désendettement, c'est le nombre d'années qu'il faut pour rembourser la totalité du stock de la dette. Et vous voyez que sur 5 ans, on est passé de 20 ans, et aujourd'hui on arrive à 10 ans, alors que le seuil critique est entre 11 et 12 ans. Donc on peut très bien dire qu'aujourd'hui, grâce à ce travail qui a été fait, nous retrouvons une capacité d'autofinancement, une capacité de remboursement qu'on n'avait pas avant. Cela dit, monsieur le maire l'a rappelé, si la situation s'améliore, si on retrouve aujourd'hui des marges de manœuvre pour l'investissement, il reste quand même, la situation reste fragile en termes de fonctionnement, puisqu'il y a une telle rigidité structurelle avec des dépenses obligatoires qui sont toujours là et qui aujourd'hui nous ne pouvons pas gérer cette ville si on n'applique pas de la rigueur, parce qu'il suffit de prendre quelques décisions et de se retrouver dans la même situation qu'on avait avant. Donc certes, la situation aujourd'hui est saine, la situation, on peut le dire, la situation de la ville est saine, mais elle reste fragile, et il faut la rigueur. La rigueur s'impose aujourd'hui, s'imposera demain, si les Bergeracois ne veulent pas payer plus d'impôts. Voilà, monsieur, et je
je laisse Jonathan terminer. On va peut-être d'abord passer, merci. On va peut-être d'abord passer sur les recettes pour être dans l'ordre de la présentation du compte administratif 2018. Sur les recettes de fonctionnement, donc vous les avez à l'écran. Donc le réalisé, 34 699 093 €. Je rappelle qu'en fonctionnement en 2018, nous avons eu le centre municipal de santé qui a atteint son équilibre dès sa première année de fonctionnement. Également un petit mot sur la fiscalité, puisque lors de la fiscalité, vous avez le détail des chiffres au tableau, mais la taxe d'habitation sur le logement vacant et la taxe sur les friches commerciales baissent. Donc c'est quand même aussi un bon indicateur pour la ville de Bergerac, puisque c'était quand même, et puis on peut s'en réjouir, puisque c'était quand même un impôt incitatif à l'occupation par des habitants, par des locataires, par des chefs d'entreprise au niveau des friches commerciales. Ensuite, sur les dépenses réelles de fonctionnement, donc vous voyez le chiffre réalisé, 31 325 332 €. Simplement un petit mot, il y a une petite hausse par rapport à l'année précédente, et je rappelle que cette hausse s'explique principalement d'ailleurs par le retour de la compétence musée, par le personnel du centre municipal de santé sur un exercice complet, et puis la subvention d'équilibre versée au CCAS. Si on avait comparé à périmètre constant, le réalisé 2018 serait sensiblement égal à celui réalisé en 2017. Si on passe en investissement, on a les recettes d'investissement. Total des recettes, 7 millions. Alors là, il y a un 7 de trop là. 7 719 707 €. Et total des dépenses, 8 812 558 €. Avec un résultat de moins 1 092 851 €. Si on passe au suivant, sur les recettes réelles, donc des subventions, elles représentent quand même 40% du total des recettes d'investissement, ce qui est quand même très important, les demandes de subventions réalisées par l'ensemble des services. Sur les dépenses réelles d'investissement, juste quelques exemples sur les travaux, puisqu'on a poursuivi les aménagements dans le quartier de Nayac. On a mis de l'argent également sur les travaux d'économie d'énergie. C'est important de pouvoir investir de façon à le gagner à peu près dans le budget de fonctionnement sur les dépenses de fluide, par exemple. Des travaux de réfection des toitures, puisqu'on en fait tous les ans, les travaux d'accessibilité, voilà quelques exemples. Également l'homologation du stade de Canréal. Je rappellerai également quelques subventions qui ont été versées à Urbalis Habitat pour le renouvellement de l'îlot Berggren, par exemple, la reconstruction de la MAT, la maison d'accueil temporaire. Et puis on peut passer sur les budgets annexes, le budget annexe de la régie autonome d'abattage du Bergeracois, où vous avez au tableau l'ensemble des montants. Sur les dépenses du budget annexe, résultat de fonctionnement 2018, 1 158 279 €, et le résultat d'investissement 2018, 476 215 €. On va passer à celui maintenant de l'assainissement. Résultat de fonctionnement 2018, 1 158 279 €, et résultat d'investissement 2018, 476 215 €. Voilà sur l'ensemble de ces budgets. Les objectifs qu'on s'était donnés, ils étaient clairs. C'était effectivement de réduire la dette. Mes collègues avant moi l'ont dit, et c'est vrai que les remboursements pratiqués ont permis de réduire ce montant de la dette. On avait également pour ambition de redonner à la ville de Bergerac une capacité d'agir sur notre territoire, et c'est ce que nous avons fait. Et ça a été la volonté de toute l'équipe municipale de le faire sans augmenter la fiscalité. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des questions ? Monsieur Rué. Bien. Oui, l'exercice est donc un petit peu convenu, puisque c'est naturellement ce débat des comptes administratifs. Mais c'est un débat important, puisque naturellement, c'est un petit peu le juge de paix de la gestion qui a été réalisée. Et moi, je dois tout à fait vous avouer que vous avez tenu votre engagement de réduire la dette. Naturellement, cette stratégie a un prix à payer, et je suis bien moins optimiste que vous quant aux déductions que vous faites des chiffres qui nous sont présentés ce soir. Oui, vous avez eu une stratégie qui a été globalement de désendetter la ville, de réduire l'encours de dette, et c'est vrai que à ce compte administratif-là, on a 5 millions de moins de dettes à rembourser. On est passé de 37,5 en 2013
à 32,5 millions. Mais cet effort de désendettement, et c'est une stratégie, s'est fait aussi au détriment de nos capacités d'investissement. Alors, je sais que vous allez me répondre tout à l'heure que c'est l'héritage, et on en a l'habitude, mais c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, et notamment lors d'un débat qu'on a eu sur les comptes administratifs 2016-2017, moi j'ai commencé à évoluer dans ma position en vous disant peut-être il serait opportun de réétudier le profil même de la dette, essayer de la relisser, puisque si on regarde sur le profil d'extinction de cette dette, de 2020 à 2024, on diminue brutalement quasiment de 10 millions. Alors que nous avons, et vous avez réduit de 5 millions sur les 5 dernières années. Donc c'est vrai qu'on a un profil d'extinction de dette qui va aller en s'améliorant. Relisser à moyen terme la dette, c'est effectivement soulager la collectivité de cet effort très important de réduction de dette qui a été réalisé, mais c'est aussi retrouver d'une certaine manière une capacité d'investissement qui aujourd'hui nous a fait défaut. Si je vais un petit peu plus dans le détail, si on regarde le budget de fonctionnement, oui, effectivement, les charges salariales, je crois que c'est bon de le dire, ont été totalement maîtrisées. On le voit, les 300 000 euros de delta qui sont liés au transfert des personnels des musées, si on les déduit, on retrouve entre l'exercice 2017 et 2018 un niveau quasi équivalent. Mais notre ratio des dépenses réelles de fonctionnement par rapport à la population, lui, augmente de 4% en 2018. Alors que la tendance nationale pour les communes de la même strate, vous savez, c'est le premier document qu'on a sur le gros compte administratif, eh bien, on est sur une tendance à la diminution de 1,3%. Et c'est une tendance structurelle de notre budget où on voit bien que malgré tout, nous n'arrivons pas à comprimer nos dépenses de fonctionnement. On a depuis 2015, dans ce ratio, je parle de ratio, renvoyé à la population, une augmentation globale de presque 7%, alors que la tendance nationale pour les communes équivalentes à Bergerac est globalement à la diminution de 4,5%. Alors, ça veut dire quoi? C'est pas un reproche que je suis en train de vous faire. C'est que simplement, on est au bout de cette stratégie et que ne nous l'aurons pas à l'heure du prochain mandat qui arrive, la mutualisation, la contractualisation des prestations de services proposées par la ville de Bergerac avec la communauté d'agglomération seront obligatoires. Et il faudra naturellement aller vers davantage de mutualisation, davantage de prestations de services, et il faudra supprimer à terme, et ça ne se fait pas en un jour, les doublonnages de postes qui peuvent encore exister sur des domaines de compétences qui sont des compétences obligatoires de l'agglomération ou des compétences régaliennes de la commune. C'est aussi par rapport, alors là cette fois aux recettes, on voit bien qu'on a un delta au niveau des recettes fiscales de 800 000 euros. Ce sont ces mêmes 800 000 euros qu'on retrouve en plus d'ailleurs au niveau de l'épargne brute. Et on sait bien que sans avoir touché au taux, la suppression des abattements a aussi permis d'avoir 800 000 euros de recettes fiscales supplémentaires cette année. Et on peut me dire qu'on aurait un dynamisme démographique débordant qui justifierait un élargissement de l'assiette sur une année. C'est pas ça, puisqu'on voit bien que malheureusement le recensement nous indique au contraire une diminution de la population. Donc ne pas oublier malgré tout que la suppression, et celle-là elle est bien municipale, des abattements notamment sur la taxe d'habitation, eh bien, a fait aussi mécaniquement, mathématiquement, rentrer d'autres recettes fiscales qui n'étaient pas forcément prévues dans les autres années. On a une épargne brute qui progresse de 854 000 euros et qui correspond aux 800 000 euros supplémentaires qu'on enregistre sur les produits fiscaux. Alors j'en viens au dernier élément,
c'est qu'effectivement, cette stratégie de désendettement massif, eh bien, elle s'est traduite par des capacités d'investissement, qu'on le veuille ou non, très limitées. Vous m'avez d'ailleurs répondu lors d'un, je crois que c'était le débat du budget, en me disant, bah, écoutez, oui, le temps des réalisations, c'est pas pour le moment. Aujourd'hui, on essaye d'entretenir, de remettre à niveau les infrastructures. C'est le cas. Mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir cette marge d'investissement supplémentaire, eh bien, nous prenons un certain nombre de retards et nous sommes même parfois sous-équipés par rapport à des communes équivalentes. Si on prend le ratio numéro 4, toujours dans le tableau des ratios, sur les dépenses d'équipement brut renvoyées à la population, c'est-à-dire combien on investit par rapport à la population. Nous sommes à 148,25 € de moyenne, là où les communes de la même strate que la nôtre sont à 253 €. Sachant que ce même ratio, si on le applique par rapport aux recettes fiscales renvoyées à la population, là nous sommes conformes au ratio de notre strate nationale. C'est-à-dire, de mémoire, je crois qu'on est à 225 et la moyenne est à 228 €. Donc on voit bien qu'on prélève aujourd'hui le maximum de ce qu'on peut prélever de fiscalité, mais qu'en réalité, eh bien, lorsqu'il s'agit d'investir, là on est quand même en sous-investissement. Et pourquoi moi cette situation m'inquiète? C'est parce qu'elle, naturellement, elle obère nos capacités futures. Moi j'en veux pour preuve un chiffre qui m'interpelle, c'est les reports d'opérations d'investissement. Sur le budget, les crédits ouverts, vous nous ouvrez 7 192 000 € d'investissement. Réalisé 3 975 000 €. C'est-à-dire qu'on a un report en fin d'exercice de 2,7 millions, 55% de réalisation. C'est la première fois depuis 15 ans qu'on a un tel report d'investissement. Donc ça veut bien dire qu'on reporte à demain toujours plus d'opérations d'investissement, mais qu'à partir de l'année prochaine notamment, il va falloir enclencher l'accélérateur, notamment sur Cœur de Ville, donc faire appel à de nouveaux investissements. Comment nous allons être en capacité d'investir sur de nouvelles opérations alors que nous ne sommes pas capables de réaliser les opérations que nous affichons en début de budget, avec, en 2018, c'est vrai, 7 100 000, 6 millions 9 en 2017, 5 millions 6, mais en réalité, nos reports d'opérations, on était à 1,2 million en 2015, 1,7 million en 2016, 1,8 million en 2017, 2,7 millions en 2018. On voit bien que ça fait un effet d'entonnoir et même d'engorgement, et que, naturellement, pour être en capacité d'investir demain, eh bien, c'est un peu gênant. Et finalement, c'est là où on est au juge de paix. C'est que quand on a des débats sur le budget, on affiche beaucoup de projets d'investissement, et quand on voit la réalité du compte administratif, eh bien, on voit qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions, et qu'on fait ce qu'on peut. Voilà, moi, un peu ce que je voulais vous dire par rapport à ce débat sur les comptes administratifs, c'est que la situation financière, je l'avoue, elle n'est pas saine, elle est complexe. On n'est pas encore sorti de la difficulté, mais nous avons cet enjeu de l'investissement de demain, et je pense qu'une stratégie de reprofilage de la dette, tant que les taux d'intérêt sont encore ce qu'ils sont, parce qu'on n'est pas à l'abri demain d'un retournement, eh bien, elle doit être malgré tout étudiée si nous voulons nous donner des marges de manœuvre, notamment pour honorer nos engagements pour Cœur de Ville, parce que Cœur de Ville, ça s'arrêtera quand même très rapidement d'ici 2022-2023. Bien. Vous avez fini, monsieur Survé? Bon, moi je vais vous répondre sur un certain nombre de points. Je pense que le fait de ramener la dette à un niveau qui soit compatible avec les capacités de la ville, je pense qu'en soi, c'est déjà un objectif important et qui a une première conséquence, je voudrais quand même le dire, c'est la réduction de la charge de la dette, où on est passé quand même, en 2014, on était encore à 1 200 000 €, on est aujourd'hui aux environs de 600 000 €. C'est-à-dire qu'on a réduit la charge de la dette de 600 000 €, et ça quand même, ça pèse très lourd sur la section de fonctionnement. C'était absolument impératif. Vous me parlez de relisser la dette. Alors moi, excusez-moi, j'ai envie de répondre de manière un petit peu ironique. Il faut voir la dette dont on avait hérité.
et qui avait justement pour objectif de reporter l'essentiel des annuités de remboursement sur la fin de l'actuel mandat. Ce qui fait qu'on a des annuités de remboursement de l'ordre de 3,5 millions d'euros, par an, ce qui était assez considérable. Alors c'est vrai qu'on a essayé de renégocier et de relisser la dette, en particulier avec le Crédit Agricole, avec lequel il y avait un fort contentieux quand on est arrivé en 2014, ce qui n'a pas facilité non plus les choses. Mais c'est vrai que cette négociation, on l'a quand même menée, mais elle avait quand même, elle aussi, ses limites. D'autant que renégocier la dette, vous le savez comme moi, ça a un coût. Et c'est un coût qui se paie en fonctionnement. Donc, je veux dire, là-dessus aussi, nos marges d'action étaient quand même pas limitées. Donc, je veux dire, ce dont on souffre, et dont on souffrira encore un petit peu en 2020, c'est de ce report d'annuité d'emprunt sur la fin de période, mais c'est vrai qu'ensuite, la ville retrouvera des capacités d'investir infiniment supérieures, d'abord parce qu'elle aura une dette qui aura été très ramenée à des proportions tout à fait raisonnables, sérieuses, et parce qu'on n'aura plus le poids de ces remboursements d'emprunt qui étouffent quand même, il faut le dire, en partie, notre capacité d'investir. Voilà, c'est ça la réalité profonde à laquelle on est confronté. Alors ensuite, dire qu'on n'investit pas et qu'on n'investit pas suffisamment, moi je voudrais apporter plusieurs tempéraments. D'abord, c'est vrai qu'il y a des reports, il y a eu des reports il y a eu un certain nombre de reports d'investissement, mais il y a eu report aussi de recettes. C'est des investissements malgré tout qui sont engagés. Je pense en particulier à la salle Cyrano sur la rive gauche, qui est quand même un investissement important. C'est vrai que là-dessus, on a été amené à faire des reports, mais les choses sont engagées. Les reports et les reports de recettes accompagnent les reports de dépenses. Donc les choses vont se réaliser sans difficulté. Deuxième tempérament que je voudrais apporter, c'est quand même l'effort d'investissement considérable qui a été engagé par la CAB. Je veux dire, là-dessus, vous ne pouvez pas dire le contraire. Par rapport à la période, le début de mandat, l'effort d'investissement de la CAB s'est développé de manière considérable et il a un impact très fort sur Bergerac. J'évoquerai, on le voit, tout le monde le voit. D'ailleurs, je n'entends dans Bergerac que des gens qui se plaignent parce qu'il y a trop de travaux. Alors, je veux dire, c'est bien de dire qu'il n'y a pas d'investissement, mais il y a tellement d'investissements que les gens n'en peuvent plus des investissements. Voilà. Donc entre comment? Non, je ne dis pas que c'est la faute à la CAB, mais je veux dire que l'investissement sur Bergerac, on n'en a jamais eu autant que depuis 2017. Voilà, c'est quand même une chose qui mérite d'être soulignée, parce que voilà, et on n'investit pas pour le plaisir d'investir, on investit parce qu'il y a des objectifs de développement touristique, de développement des équipements dont ont besoin nos concitoyens, notamment le centre aqualudique, notamment la voie verte qui va servir à tout le monde, qui n'a pas qu'une finalité purement touristique. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'en même temps, en ce qui nous concerne, nous avons fait un effort, effectivement, qui est recentré sur des domaines qu'on avait peut-être un peu trop négligés par le passé. Je pense en particulier à la remise en état de l'ensemble des bâtiments, de l'ensemble du patrimoine de bâtiments de la ville, sur lequel on a fait un effort continu et qui était en très mauvais état. Les toitures étaient souvent dans un état lamentable. Voilà, tout ce qui était économie d'énergie, il y avait eu très très peu d'efforts. Je dois dire que tout cet effort d'investissement, il a été mené en continu et il est poursuivi. Il est poursuivi, bien sûr, dans le budget 2019. Un effort très important en direction des quartiers, parce que je pense, moi, que c'est très bien de faire des choses en centre-ville, et on a toujours eu cette position. C'est bien de faire pour le centre-ville, mais c'est quand même important aussi de faire pour les quartiers.
Et je dirais que sur les quartiers, l'effort a été continu. Le centre social Germaine-Tillon, les équipements de quartier, récemment encore les 2 cyclistades. Voilà, il y a eu un effort continu. Autre domaine dans lequel on a fait un effort continu aussi, c'est les équipements sportifs. Et c'est vrai, vous le savez comme moi, c'est un poids très lourd pour une ville comme Bergerac de porter à elle seule pratiquement toute activité sportive de l'arrondissement. Parce que quand on regarde la réalité des clubs sportifs, on sait très bien qu'il y a la moitié des pratiquants qui sont de Bergerac, mais que l'autre moitié viennent des communes voisines et même au-delà de l'ensemble de l'arrondissement de Bergerac dans bien des disciplines. Ce qui veut dire qu'en réalité, la ville porte un effort considérable à la fois d'entretien des équipements, de création de nouveaux équipements, parce qu'il y a constamment, ou en tout cas de modernisation des équipements. On a modernisé beaucoup d'équipements et il y a encore du travail à faire sur les vestiaires notamment. Et puis la création de nouveaux terrains, parce qu'on a recréé de nouveaux terrains aussi. Voilà, tout cet effort, plus les subventions aux associations sportives, bien sûr. Et c'est un des sujets que je n'ai cessé de soulever dans le cadre de la communauté d'agglomération, c'est qu'on arrive quand même à un meilleur partage du fardeau dans ce domaine des équipements sportifs et du soutien aux clubs sportifs. Et je dois dire que nos collègues, vous le savez, commencent quand même à entendre ce discours et à y être sensibles, parce qu'ils se rendent compte effectivement qu'il y a là une situation qui n'est pas satisfaisante. Autre domaine aussi sur lequel on a énormément travaillé, c'est le numérique. On a investi constamment sur le secteur du numérique et on continuera à le faire parce qu'on considère que c'est vraiment un domaine d'avenir pour le développement de notre ville. Et puis un domaine auquel, Monsieur Rouet, vous êtes sensible, c'est le patrimoine. Moi, je voudrais dire que là-dessus, il y a eu quand même aussi une volonté constante de travailler sur le patrimoine de la ville, et le fait en particulier qu'on ait repris les musées est en train de changer complètement la donne en ce qui concerne la gestion des musées, qui étaient quand même un peu les oubliés dans la politique culturelle jusqu'à présent. Je veux dire, aujourd'hui, on a des musées qui vivent et non pas des musées. Quand on envoyait des fonctionnaires autrefois dans les musées, on avait l'impression un peu qu'on les envoyait en pénitence. Ça n'est absolument plus le cas. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Donc il y a eu tous ces efforts qui ont été menés, tout le travail sur les espaces verts, Pombonne, la coulée verte du Codo, on est presque aujourd'hui, sur la coulée verte du Codo, on est presque arrivé à la totalité des acquisitions nécessaires pour assurer la continuité. Voilà, donc il y a eu l'ensemble de cet effort. Alors c'est vrai qu'il faudrait aussi rechercher de meilleures mutualisations avec la CAF. Ça, vous avez absolument raison. C'est un travail sur lequel on essaie de progresser. Je crois que l'idée qu'il faut travailler ensemble sur les équipements sportifs, c'est une piste de mutualisation qui est extrêmement importante. Sur les centres techniques municipaux et les centres techniques de la CAB, je pense, et j'ai demandé d'ailleurs qu'il y ait vraiment un travail de fond qui soit engagé. Il a commencé d'ailleurs, les premières réflexions sont engagées, et je dirais que c'est d'autant plus justifié qu'on aura, avec la reconstruction d'une nouvelle caserne des pompiers, on aura l'actuelle caserne qui va se libérer, et que la logique, ça serait quand même d'en faire un des éléments du dispositif des centres techniques municipaux et intercommunaux, mais il faut effectivement qu'on arrive à mutualiser complètement cet ensemble, vous avez raison, entre le centre technique municipal, les 3 centres techniques qui dépendent de la CAB, à la Force, Creil et Saint-Laurent-des-Vignes, et puis la caserne qui, à mon avis, devrait avoir vocation de s'inscrire dans cet ensemble. Autre domaine, c'est le numérique, mais là, le numérique, si on n'a pas progressé autant qu'on l'aurait souhaité, c'est que là, on se trouve dans une situation où la ville était très en avant par rapport à la CAF, puisque la ville a un service informatique très développé, qu'elle investit chaque année dans le numérique, et ce qui montre qu'aujourd'hui les choses avancent, c'est que désormais la CAB investit chaque année autant que la ville dans le numérique. Ça aussi, c'est un changement. Et pour qu'il puisse y avoir mutualisation,
il faut qu'il y ait des engagements des deux côtés, et ça ne se décrète pas comme ça du jour au lendemain. Il faut que de part et d'autre, on réussisse à se mettre à nu. Voilà ce que je voulais dire. Sur les recettes, bon, vous parlez de l'affaire des abattements. C'est vrai qu'on a supprimé une partie des abattements, on les a réduits, mais ça s'est fait aussi, on a profité du fait qu'il y avait une harmonisation dans le cadre de la communauté d'agglomération, ce qui fait que dans certains cas, ceux qui ont perdu les abattements, on en retrouvait sur la fiscalité CAB, peut-être pas dans les mêmes proportions, mais ils en ont retrouvé quand même. Voilà, c'est quand même une réalité, et je dis, ça a été dit par Jonathan Priolo, sur les deux extensions d'assiette, c'est-à-dire les logements vacants et les friches commerciales, on est sur des impôts qui, la première année, effectivement, ont apporté des recettes sensibles, mais qui très vite ensuite réduisent, et c'est l'objectif. C'est l'objectif de voir ces recettes diminuer. On l'a déjà dès 2018. Et on l'aura, nous l'espérons, dans les années qui suivront, parce que c'est quand même plutôt un signal positif de voir qu'il y a moins de logements vacants et qu'il y a moins de friches commerciales. Oui, Adib. Je dis un mot, Fabien. Bon, c'est une stratégie préélectorale, tout le monde a compris. Par contre, non, l'année dernière, le compte administratif a été voté sans intervention, sans rien du tout. Donc, non mais oui, laisse-moi finir s'il te plaît. Alors, stratégie préélectorale de dire, ok, je critique, mais par contre, moi j'étais jamais élu, j'étais jamais adjoint. Bon, il ne faut pas oublier que Fabien Ruet a voté toutes les délibérations sous le mandat de Dominique Rousseau, que ces délibérations, c'est l'augmentation des impôts de 9%, il ne faut pas oublier, c'est l'endettement de la ville à 38 millions, il ne faut pas oublier, et c'est la dégradation des finances de la ville. Donc peut-être que Fabien ne veut plus assumer cet héritage, ne peut plus assumer ce bilan, mais c'est la réalité. Alors, c'est facile de dire pourquoi vous n'investissez pas, pourquoi vous ne négociez pas, mais pour négocier, il faut être deux parties. La ville et les banques. Mais quand les banques vous disent « Ah oui, on ne peut pas faire quelque chose avec vous parce que la ville est trop endettée, on fait comment ?» Eh bien, si vous avez une solution, il faut me le dire. Vous croyez qu'on n'a pas essayé de renégocier avec les établissements bancaires? Vous croyez que désendetter la ville, et je le disais tout à l'heure, c'est une perte pour la ville? Les 6 millions qu'on a mis dans le désendettement, on aurait pu les mettre dans l'investissement. Mais c'est sûr. Mais imaginez une ville, Bergerac, avec 6 millions d'investissements en plus. Mais c'est sûr que ça changerait la donne. Mais on ne pouvait pas le faire parce que la dette que nous avons était trop importante pour pouvoir avoir des établissements bancaires qui nous accompagnent. La première année, personne ne voulait nous accompagner, aucune banque. Et il n'y a que maintenant, aujourd'hui, qu'on arrive à avoir des établissements bancaires qui veulent bien nous accompagner. Donc, c'est pas du tout une stratégie de désendetter, c'est une obligation pour retrouver une capacité d'investissement. Et aujourd'hui, je le dis, on retrouve des marges de manœuvre, et à partir d'aujourd'hui, on pourra plus facilement assurer l'investissement, mais avant, on ne pouvait pas le faire. Sur la suppression des abattements, je reviens un instant. Il n'y a pas eu suppression, il y a eu réduction des abattements compensée par la communauté d'agglo dans le cadre d'une harmonisation. La délibération est passée ici même, et Fabien Ruet, tu l'as aussi voté cette délibération. Voilà. Bien. J'attends que la chorale à deux voix est finie. C'est une excellente chorale, Allez, Jonathan Priolo. Pour vous mettre d'accord tous les deux, effectivement, Fabien Ruet est intervenu l'an dernier lors du compte administratif. Il a eu exactement le même discours. À part que tu avais été beaucoup plus critique sur l'épargne nette l'an dernier, et cette année, tu aurais pu au moins mettre un petit point d'honneur à mettre un petit peu en
en avant cette qualité qu'a ce compte administratif 2018. C'est-à-dire qu'on peut être très critique lorsqu'on est, ou qu'on peut être critique, mais quand il n'y a pas besoin de l'être, dire ce qui va bien. Voilà, donc c'est vrai que l'épargne nette qui a moins 166 000 €, certes, on préférait qu'elle soit positive, on est bien d'accord, mais on réduit petit à petit cette épargne nette. Oui. Moi, ce que je vois, c'est que d'abord, il n'y a pas besoin de se mettre en colère. Moi, je n'étais pas du tout en colère. Bon. Et que, quand je dis que l'épargne brute a bien progressé, effectivement, naturellement, mathématiquement, l'épargne nette s'améliore. Enfin, l'épargne nette, elle est toujours négative encore. Donc, mais je remarque, effectivement, que vous n'avez pas tous les deux entendu la même chose lors de mon intervention de l'année dernière. Parce que j'ai tenu à peu près le même discours. Après, qu'on ait une divergence de stratégie, c'est pas grave en soi. Bon, on peut effectivement se jeter nos héritages respectifs. Encore faut-il que les héritiers s'entendent entre eux, d'ailleurs, pour pouvoir assumer tout l'héritage, et ça on verra dans les quelques mois ce que ça donnera entre vous. Mais vous parlez de qui? De vous et de Dominique Rousseau? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même pas être dupe. Moi, on m'accuse de stratégie électorale dans mon intervention. Permettez-moi juste de relativiser le selfie budgétaire auquel vous vous êtes livré, parce que c'était quand même de l'autopromotion, mais c'est normal. Bon, on n'est pas sur la même ligne, et tant mieux. Et puis voilà, on peut avancer. La situation, je l'ai dit, elle est difficile, et il fallait faire face à cette situation d'endettement, et je l'ai reconnu. Et c'est vrai que j'ai infléchi mon discours à partir de 2016-2017, où j'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas quand même renégocier davantage, parce que nous avons ce problème des reports d'investissement. 55% d'actions réalisées. Et ça, on va se les repayer l'année prochaine, de la même manière. Monsieur Rué, je suis pas d'accord avec vous. Le débat, le fond du débat que vous avez essayé d'établir, c'est de dire, vous nous dites que vous êtes désendetté, et moi je vous dis qu'on n'a pas investi suffisamment. Mais moi, je ne vois pas comment on aurait pu se désendetter si on n'avait pas effectivement fait un effort, je dirais, pour contenir, parce que la tentation d'investir, elle est constamment présente. Hein, je veux dire, c'est pas les... Bon. Mais je veux dire, si on a pu mener cet effort, si on a pu arriver à mener cet effort, c'est parce que, précisément, on a fait l'effort de désendettement. On a fait l'effort de maîtrise du fonctionnement qui nous a permis de dégager des excédents beaucoup plus importants. Et je le répète, malgré la baisse des dotations de l'État, qui en année pleine s'élève à au moins 1 800 000 €, ce qui est quand même, il fallait aussi amortir ce choc des baisses de dotations de l'État. On n'est pas parmi les élus qui ont passé leur temps à dénoncer les baisses de dotation de l'État d'un gouvernement décidé par un gouvernement que vous souteniez d'ailleurs. Hein. On n'a pas passé notre temps à faire cette dénonciation, mais parce que ça nous paraissait, et je le dis, moi ça m'a toujours paru légitime que l'État demande à participer, à partager le fardeau aux autres collectivités. Mais je veux dire, cet effort, on l'a quand même encaissé, et ça a quand même pesé, quand on fait la rétrospective, ça a quand même pesé très lourd sur les finances de la ville. Bon, ensuite on avait, je le répète, ces remboursements d'emprunts qui étaient, je dirais, anormaux, parce que normalement, quand on a une dette lourde, une charge de dette importante, elle diminue avec le temps, et là, elle était inversée, c'est-à-dire que les annuités les plus lourdes, c'est maintenant qu'on les a, c'est depuis 2 ans, et on les aura encore jusqu'en 2020. C'est pas une situation normale pour une collectivité. Donc je dirais, on a su faire face à ces deux contraintes quand même extraordinairement lourdes, et venir nous dire vous n'avez pas suffisamment investi, mais si on avait investi plus qu'on ne l'a fait, on ne serait jamais arrivé à ce résultat. C'est-à-dire qu'on aurait continué à endetter la ville et qu'on se serait trouvé dans une situation encore pire que celle qu'on avait trouvée en 2014. Donc voilà, je dis là-dessus, 2020, ça sera encore sans doute une année un petit peu difficile, mais je dis, c'est vrai qu'à partir de 2021, la ville aura retrouvé toutes ses marges d'action, toutes ses marges de manœuvre. Et ça, c'est quand même un résultat assez considérable. Voilà.
il y a un point sur lequel que vous n'avez pas évoqué, sur lequel je veux dire un mot aussi, parce que autrefois on en parlait, mais maintenant on n'en parle plus, c'est l'évolution du montant des subventions, parce qu'on nous a accusé à un moment d'avoir fait porter au monde associatif l'effort de maîtrise des dépenses. Je voudrais rappeler que 2013, on était à 1 217 000 € de subventions, qu'on est cette année à 1 million, en 2018, à 1 86 000 €. C'est-à-dire que malgré les contraintes financières considérables qu'on a eues, on a quand même relativement peu pesé sur les subventions, d'autant que ça a été compensé en partie par le doublement des subventions versées par le Centre communal d'action sociale. Voilà. Donc je dis là-dessus aussi, il y a eu quand même un effort qui mérite d'être mis en valeur. Bien, alors, on doit voter. Et voilà, le maire ne sait jamais quand il sort s'il aura le droit de revenir. Voilà. La porte est fermée. Bon, donc sur cette présentation du compte, qui s'abstient, 2 abstentions, qui est contre et qui est pour. Voilà. Bon, merci messieurs, donc on peut faire rentrer monsieur le maire. Alors, on va passer à la délibération suivante, qui est l'affectation des résultats de l'exercice 2018 à Ville Belfédé. Voilà, une délibération plus classique. Donc il est proposé au conseil municipal, après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2018, du budget principal de la ville et des budgets annexes régie autonome abattage du Bergeracois et assainissement, d'affecter les résultats de la section de fonctionnement pour chaque budget selon les tableaux joints. Voilà. Bien, alors, pas d'observation. Qui est pour? Qui est contre? C'est adopté. Alors, politique de la ville 2019, présentation des projets et participations de la ville de Bergerac, Jonathan Priolo. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, tous les ans nous passons la délibération. Je rappelle que le comité de pilotage s'est réuni le 10 avril 2019 et il a été retenu 50 actions qui entrent dans les critères éligibles. Parmi ces 50 actions, la ville de Bergerac propose sa participation à 18 projets associatifs et un projet qui est porté par CCS de la ville de Bergerac. Et puis par ailleurs, la ville met à disposition des locaux pour 6 associations qui œuvrent dans la dynamique du contrat de ville. Alors je ne vais pas passer en revue l'ensemble des associations, vous les avez sous les yeux. Simplement rappeler par exemple l'association Seconde Chance à Bergerac pour 2 950 €, qui œuvre sur notre territoire, sur la formation, sur l'emploi et que nous accompagnons. Je rappellerai également 500 € pour Pichoun et Grand, sur le quartier de Jean Moulin, qui fait un travail important avec le café associatif Enfants-Parents, qui est ouvert le week-end et c'est important sur le territoire. Également 500 € à Power Siam, sur les tambours solidaires qui sont de plus en plus présents sur l'ensemble des manifestations et sur les quartiers prioritaires politiques de la ville. Je rappellerai également 1 200 € pour la première année au Théâtre du Roi de Cœur, pour le projet à voix haute, puisqu'ils ont fait une représentation d'une pièce sur l'ensemble de l'agglomération, mais qu'ils ont fait 3 représentations gratuites dans l'ensemble des 3 centres sociaux de la ville de Bergerac. Et puis enfin, les mises à disposition de locaux avec l'AD au CCE 24, Réva, le Melchior Théâtre, Mieux Vivre à Bergerac, Pichoun, Seconde Chance à Bergerac et le Paris. Voilà, monsieur le maire. Bien. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté.
tarif de la taxe locale sur la publicité extérieure, Nelly Rodriguez. Merci Monsieur le maire. Donc comme tous les ans, avant le 1er juillet, nous devons voter le taux de la tarification de la taxe locale de publicité extérieure donc, pour l'année 2020. Juste pour rappel, ces derniers avaient augmenté en 2019 de 0,6%, donc c'est le tarif maximum qui avait été appliqué. Sachant que le Code général des collectivités territoriales précise que les tarifs peuvent être relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Donc cette année, alors, je vois que les prix sont pas affichés. Donc nous avons proposé, donc au regard des tarifs maximums et de l'augmentation maximale, une augmentation qui équivaut à peu près à 2%. Voilà, donc il est donc proposé au conseil municipal de délibérer sur ces nouveaux tarifs. Est-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Création d'emplois saisonniers, Marc Turgi. Voilà, comme chaque année, on revient devant le Conseil pour permettre effectivement d'organiser la charge supplémentaire de travail que génère la saison estivale. Donc, vous le voyez, il y a un poste de directeur à LSH à temps complet dans les centres sociaux, 4 postes de surveillants de baignade, 5 d'agents des espaces paysagers à temps non complet, à hauteur de 80 heures sur la période de travail, 2 postes d'agents à accueil temps non complet à hauteur de 34 heures par semaine, dans le cadre de la rétrospective, et 2 postes d'agents d'accueil dans les musées à temps complet. Toute modification à ces dispositions entraînera, si besoin, la prise, évidemment, d'une nouvelle délibération rectificative. Il est donc proposé au conseil municipal de créer ces 14 emplois saisonniers et d'autoriser Monsieur le maire à procéder au recrutement correspondant. Les crédits, bien entendu, étant inscrits au budget au chapitre 012. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour? Qui est contre? C'est adopté. Désignation d'un ou d'une conseillère municipale au conseil de discipline de recours pour les commissions consultatives paritaires. Marc Létioge. Voilà. Là, il s'agit d'une délibération qui permet effectivement, à la demande des centres de gestion, de désigner un représentant lors des commissions paritaires qui vont se dérouler pour les contractuels. Les conseils, et en l'occurrence, oui, ces commissions, comme c'est écrit dans la délibération, sont des conseils de discipline. Donc je ne vous reprends pas toute la délibération, puisqu'on fait partie des villes, des communes de plus de 20 000 habitants. On est obligé de désigner un candidat, un représentant. Bien évidemment, lors des conseils de discipline qui pourraient avoir lieu, le candidat n'est pas automatiquement représentant de la ville, puisque le candidat qui siégera sera tiré dans l'ensemble dans l'ensemble des candidats représentant ces fameuses communes de plus de 20 000 habitants. Donc dans la perspective de pouvoir organiser ce tirage au sort, il est demandé au conseil municipal de désigner une ou un conseiller municipal à ce poste-là. Voilà. Et le candidat est M. Christian Bordenave. Voilà. Voilà. Donc, d'abord, on vote pour la délibération, et puis après sur le candidat. Hein oui, non, c'est la délibération. La délibération, c'est désigner le candidat. Bon, ben voilà. Alors, qui est d'accord sur la candidature? Est-ce qu'il y a d'autres candidats d'abord? Voilà. Voilà, parce que quand même... Bon, alors, qui est d'accord pour élire Christian Bordenave? Voilà. Non, oui, tu peux, t'as le droit, Et voilà. Bien. Voilà. Unanimité. Merci. Alors, coopération sur les installations des terrasses publiques
Demande au syndicat départemental d'énergie, Bernard Michel Bosviel. Merci, monsieur le maire. Opération sur les installations d'éclairage public, demande du syndicat départemental d'énergie de la Dordogne, SDE 24. La compétence éclairage public qui a été transférée au syndicat départemental d'énergie de la Dordogne, SDE 24. Toute opération, étude ou travaux ne faisant pas l'objet de la convention cadre doit être soumise au conseil municipal. Les travaux sont engagés pour le renouvellement de lampadaires dans le secteur de Pomborne et le montant de cette opération est estimé à 649,83 €. Sur cette opération, la prise en charge de la ville s'établit à 50% du coût réel et la SDE 24 est les maître d'ouvrage. Les crédits correspondants sont inscrits au budget 2019 de la ville. Le conseil municipal est appelé à accepter l'opération si avant de présenter et s'engager à y participer, selon les modalités et dans les conditions financières qui viennent d'être exposées. Autoriser le maire à signer toutes les pièces différentes. Bien. Y a-t-il des observations? Alors, qui est pour? Qui est contre? C'est adopté. Place de la République, étude sur les installations d'éclairage public. Christian Bordenave. Oui, là, il s'agit effectivement de demander au syndicat des départementaux d'énergie, au SDE 24, de nous faire une étude sur la remise en état totale de l'éclairage public de la place de la République. Voilà, donc la compétence éclairage public ayant été transférée au syndicat départemental, toute opération ne faisant pas l'objet de la convention, puisque ce n'est pas dans la convention cadre, doit être soumise au conseil municipal. La place de la République nécessite des travaux de rénovation de l'éclairage ainsi que la mise en place d'un réseau forain. Sur cette opération, il a lieu de solliciter le SDE 24 pour engager les études techniques correspondantes qui permettront à la commission d'attribution de décider de son éligibilité et de son inscription dans son programme d'investissement. Le conseil municipal, en conséquence, est appelé à solliciter le SDE 24 pour les études techniques mentionnées ci-dessus et autoriser M. le maire à signer toutes les pièces afférentes. Cette opération viendra en complément de ce qui est réalisé actuellement sur l'avenue des Carmes et permettra effectivement d'avoir un ensemble homogène et bien éclairé. Voilà, M. le maire. Bien, pas d'observation. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Carrefour Gabanel. Là encore, l'éclairage public à l'Implasie. Oui, merci, monsieur le maire. Il s'agit donc d'éclairer le carrefour de Gabanel que l'on connaît tous très bien. Ce carrefour a été le théâtre de nombreux accidents dans le passé. C'est pour cela que le conseil départemental, il y a quelque temps, fait un séparateur de voies. Et donc maintenant, il faut éclairer cette zone. Donc l'implantation des mâts d'éclairage se situe pour partie sur le territoire de la commune de Bergerac et pour une autre partie surtout de Saint-Laurent-des-Vignes. L'étude relative à ces travaux a été menée par le syndicat départemental d'énergie de la Dordogne qui a chiffré cette opération à 36 000 €, 686,80 €. Le conseil départemental s'engage à prendre en charge le montant total de ces travaux. La présente convention a donc pour objet de fixer des modalités techniques et financières concernant ces travaux, remettre la gestion de l'éclairage public de ce carrefour aux communes qui par convention ont confié cette compétence au SDE 24, et enfin permettre au SDE 24 de percevoir le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L 1615 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal est invité à accepter les conditions de création de l'éclairage public au carrefour Gabanel et autoriser M. le maire à signer la présente convention ainsi que toutes les pièces afférentes au dossier. Bien. Pas d'observation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Alors, vente d'une maison d'habitation allée André Lévesque à Madame Serroussi à l'Implasie. Oui, donc je continue. Donc c'est la vente d'une maison à Madame Serroussi. Par délibération en date du 8 juin 2016, la ville a acquis pour 1 € de la SNPE et de Renco des propriétés situées à André Lévesque, en contrepartie de la réalisation de travaux de voirie et d'assainissement qui ont été réalisés depuis. Ces biens ont été mis en vente par la commune et l'une des parcelles comprenant une maison fait l'objet d'une proposition par Mme Serroussi, le montant de 45 000 € net vendeur, montant supérieur à l'estimation du domaine. Le conseil municipal est donc invité à décider de cette cession pour un montant de 47 000 €. Désigner maître Bonneval, notaire à Bergerac, pour assister le notaire de l'acquéreur pour la préparation du compte de vente et de l'acte notarié,
Et enfin, autoriser Monsieur le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires et à signer toutes les pièces relatives à l'aboutissement du dossier. Bien. Alors, y a-t-il pas d'observation? Qui est pour? Qui est contre? C'est adopté. Subvention aux associations, dérogation à l'échéancier de paiement pour la mission locale. Denise Miguel. Oui, merci Monsieur le maire. Bon, par délibération du 28 mars 2019, le conseil municipal a attribué les subventions aux associations par l'année 2019, avec un échéancier de paiement en fonction du montant accordé, afin de ne pas fragiliser la trésorerie de la ville si toutes les subventions étaient payées en une seule fois. Pour la mission locale, le montant de la subvention accordée pour 2019 est de 28 166 €. Ce montant aurait dû être versé en 3 fois. Un premier tiers a été mis en paiement en date du 30 avril 2019. Or, l'État a intégré le financement du dispositif Garantie Jeunes dans le financement socle du fonctionnement de la mission locale. Ce changement implique une modification des pratiques comptables et un versement plus tardif de la subvention de l'État qui met en difficulté la mission locale pour le paiement de ses charges. L'association a donc sollicité la ville afin d'obtenir le paiement de la totalité de sa subvention au plus tôt. Il est donc proposé au conseil municipal de déroger à l'échéancier prévu par délibération du 28 mars 2019 et de verser le solde de la subvention à la mission locale en une seule fois. Je dois dire qu'effectivement, cette modification dans le mode de financement de la mission locale mettait celle-ci très gravement en difficulté. Ceux qui ont assisté à la dernière Assemblée Générale de la mission locale ont pu mesurer à quel point c'était le devenir même de la mission locale qui était en cause. Donc, nous avons considéré qu'il fallait aider la mission locale à passer ce cap extrêmement difficile. Les services, la trésorerie publique nous a fait observer que nous avions voté un versement en 3 fois, qu'on ne pouvait pas revenir sur cette décision sans une nouvelle délibération. C'est un peu formel, mais c'est indispensable. Voilà, qui est pour, qui est contre, c'est adopté. Remboursement des frais engagés par un agent de la ville lors d'un déplacement à Talavera. Laurence Franck. Est-ce qu'il faut en parler? Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit de rembourser des frais qui ont été avancés par un agent de la ville qui s'est rendu en Espagne, à Talavera de la Reina, et qui a accompagné 13 jeunes lycéens et collégiens dans le cadre d'un projet qui s'appelle Redécouvrir l'Europe. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le remboursement des frais avancés par Madame Bettoruso, à savoir, vous avez le détail, des frais de parking, des frais de carburant, du péage d'autoroute et des frais de repas, suite au vol de la carte bleue qui lui avait été confiée par la régie du Trésor public. Voilà. Je rappelle que nous avons eu la présentation du compte-rendu de ce déplacement lors du précédent conseil municipal. Voilà, y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui est pour? Voilà, c'est adopté. Voilà, donc nous en avons fini avec les délibérations. Y a-t-il des... Il n'y a pas, à ma connaissance, de questions diverses. Par contre, il y a une motion, je l'ai dit en début de conseil municipal. Je ne suis pas toujours enthousiasmé par les motions présentées par l'Association des maires de France parce que leur vision des structures des collectivités territoriales est souvent assez conservatrice. Mais en l'occurrence, s'agissant des questions de santé publique, je pense que leurs préoccupations que nous partageons sont tout à fait légitimes, puisque, vous savez, la réforme du système de santé, Ma Santé 2022, soulève quand même beaucoup d'interrogations,
et en particulier d'interrogations sur le devenir d'un certain nombre d'établissements de santé et notamment des hôpitaux des villes moyennes. C'est l'un des sujets qui est aujourd'hui au cœur des préoccupations. L'Association des maires de France regrette en particulier que les élus n'aient pas été mieux associés à ces réflexions. Je dois dire que depuis le vote de la loi Hôpital Santé Territoire, la création des ARS, les nouvelles règles de fonctionnement des hôpitaux publics, c'est vrai que les élus ne sont plus du tout associés de la même façon qu'auparavant au fonctionnement des établissements de soins. Il y a là un problème qui est extrêmement sérieux, que dénonce d'ailleurs l'Association des maires de France. Et dans le même temps, on constate que sur le terrain, lorsqu'il y a des insuffisances en matière de présence des praticiens, ce sont en réalité les collectivités territoriales qui sont amenées à s'engager de plus en plus. On l'a vu ici à Bergerac avec le centre municipal de santé. On voit sur d'autres communes de l'agglomération avec les maisons de santé. Et nous avons aussi quelques communes à l'ouest de Bergerac qui envisagent, comme nous, de créer un centre municipal de santé. Donc il y a là quand même une situation qui nous paraît effectivement extrêmement anormale et regrettable. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de voter cette motion qui demande que la réforme du système de santé prenne en considération les enjeux suivants: la lutte contre les déserts médicaux, c'est ce dans quoi nous sommes engagés, la garantie d'un accès à des soins de qualité pour tous dans des conditions financières assurées par des mécanismes efficaces de solidarité, c'est toute la question de la sécurité sociale, la fin des directives nationales technocratiques et la mise en œuvre d'une réelle prise en compte des spécificités de chaque territoire, c'est-à-dire l'adaptation aux réalités de chacun des territoires de notre pays. Tout ne se règle pas en matière de santé, tout ne peut pas se résoudre uniquement dans les métropoles. Une association véritable et sans délai de l'ensemble des acteurs concernés, c'est la question que j'évoquais de l'association en particulier des élus. La mise en œuvre d'outils d'incitation et de financement propices à une implantation équitable des services de santé, le maintien et le renforcement d'un service public hospitalier et médico-social au service de tous les patients, la fin de toute décision arbitraire sans concertation avec les élus locaux visant à fermer les services publics hospitaliers pour des motifs économiques et non de sécurité ou de qualité de soins. Enfin, la reconnaissance du caractère prioritaire de mesures fortes pour revaloriser et renforcer l'attractivité des métiers hospitaliers. Moi, j'aurais envie d'ajouter, c'est pas dans la motion, mais de mettre aussi fin à certaines pratiques abusives telles que celles des remplacements, telles que nous les avons connues et telles que nous les connaissons encore dans les services d'urgence. Voilà. Donc, je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'adopter cette motion. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite intervenir. Monsieur Gallo. Je suis habitué. Ah oui, ça fonctionne. Bon, écoutez, monsieur le maire, j'espère que vous aurez autant de succès avec cette motion que vous en avez eu avec celle sur la voie ferrée. Nous avons effectivement besoin d'éviter cette désertification médicale et les abus que vous avez mentionnés ne devraient pas exister. Donc je vais voter la motion et je vous soutiendrai, malgré que je ne vous ai pas toujours soutenu. Sur ce coup-là, oui, je pense qu'effectivement c'est important. Merci. Bien, alors nous allons procéder au vote. Qui est pour? Personne ne s'abstient. Donc voilà, écoutez, mesdames, messieurs, la séance est levée. Il n'est plus nécessaire désormais de sortir de chez soi. Ce n'est plus la peine de vous rendre au spectacle. C'est le spectacle qui se rend à domicile.